et bienvenue dans Milkchecker, le podcast qui est dédié à l'allaitement. Milkchecker car en 2020, j'ai décidé qu'ici, on allait agiter les idées reçues qui font la vie dure aux mamans allaitantes. Je commence par me présenter, je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis ostéopathe de formation. J'accompagne entre autres quotidiennement les mères dans leur allaitement en libérant avec mes petites mains les tensions de leur bébé qui ne téteraient pas tout à fait correctement. Je suis également formatrice en ostéopathie pédiatrique et sur le sujet spécifique des troubles de la succion des nourrissons et podcasteuse à mes heures pas si perdues. Enfin, je suis surtout la maman de 2 enfants, l'un allaité 1 année et l'autre est en train de téter au moment où j'enregistre cette intro. Ici, tu écouteras des témoignages autour de l'allaitement, des vécus tous différents mais essentiels à recueillir pour apprendre de l'expérience des autres, pour se repérer, s'identifier parfois, déculpabiliser aussi mais surtout assurer la transmission nécessaire pour normaliser et même banaliser ce qui devrait l'être, nourrir son bébé, bambin, si on le souhaite, comme on le souhaite, et le temps que la dyade, comme on l'appelle, mère-enfant, le désire. Et ce n'est pas tout, car si l'allaitement était facile, ça se saurait. Le manque de transmission d'informations n'épargnant personne, il me semblait essentiel que ce podcast s'adresse aussi aux professionnels entourant les mères durant cette période. C'est l'intérêt des épisodes experts que vous pourrez écouter régulièrement, que vous soyez parents ou soignants, pour vous orienter face aux difficultés rencontrées. On y traite toutes sortes de problématiques liées de près ou de loin à l'allaitement et plus encore. Un seul objectif ici, informer le plus largement possible. Et pour cela, j'ai besoin de vous. Dès qu'un épisode vous a plu, aidez-moi en le faisant voyager pour qu'il arrive dans chaque oreille qui peut en bénéficier. Via le bouche à oreille, sur les réseaux, ou encore en laissant des étoiles et commentaires sur votre plateforme d'écoute, vous n'imaginez pas à quel point c'est précieux, alors merci d'avance si vous prenez 1 minute pour faire vivre ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. On aborde aujourd'hui, et avec une experte du sujet, les reflux gastro-œsophagiens, alias les RGO du nourrisson, avec évidemment un focus sur l'allaitement. Pour cela, j'ai contacté Virginie Ferrandez, consultante en lactation IBCLC et experte de ce sujet, qui va répondre à toutes mes questions. Que devons-nous observer et quand devons-nous nous inquiéter ? Un bébé qui régurgite, un peu de lait qui ressort de sa bouche après les tétés, est-ce déjà grave ? Que faire si le bébé régurgite à distance des tétés, vomit, est inconfortable, grimace ou souffre, jusqu'à pleurer jour et nuit ? Nous aborderons également les signes non digestifs, souvent moins connus mais tout aussi importants. Dans cet épisode, on va se demander qu'est-ce qui définit le reflux gastro-œsophagien du bébé et à quel moment on le considère comme problématique. Ces informations vous serviront que vous soyez parents comme professionnels. On abordera aussi les avantages et l'intérêt de l'allaitement dans ces problématiques. Ensuite, on se demandera à quoi il peut être dû, et vous verrez qu'au nombre de causes probables, cela peut être un véritable jeu de pistes pour trouver l'origine. Pourtant, c'est la clé du traitement, comme souvent, trouver la cause. Puis, on se penchera évidemment sur les solutions, les tips et astuces pour y faire face. Enfin, gardons une chose en tête. L'idée est évidemment de trouver cette cause et de la traiter, même si traiter la douleur sera la première étape indispensable pour retrouver la sérénité. Pour écouter un témoignage sur le sujet, je vous invite à écouter l'épisode juste avant celui-ci avec Jade qui nous parle de son expérience de bébé avec un RGO durant l'allaitement. Et je vous souhaite une belle écoute. Salut Virginie, bienvenue dans Milkchecker. Salut Charlotte, merci de ton invitation. Je t'ai contactée, Virginie, parce que j'avais envie de parler de reflux gastro-œsophagien dans le cadre de l'allaitement plus spécifiquement, mais bon, j'imagine bien que ce n'est pas réservé aux bébés allaités, loin de là, et qu'il va peut-être falloir déborder un peu de l'allaitement. Déjà, la première chose que je vais te demander, c'est de te présenter et de nous expliquer comment tu en es arrivée à être aussi spécifique sur le reflux. Je suis infirmière de formation, consultante en lactation IBCLC. J'ai travaillé plus de 10 ans dans un grand centre de réanimation en Suisse, à Lausanne, où j'ai appris énormément de choses sur la prématurité, l'immaturité du corps également, et très confrontée aussi à ces problématiques de reflux chez ces bébés hospitalisés prématurés. J'ai eu la chance dans cette structure de développer toutes mes compétences de consultante en lactation, et puis de fil en aiguille, il était temps pour moi de partir et de quitter et d'ouvrir mon petit cabinet. J'ai quitté la Suisse pour arriver en France et là je me suis pris un peu une claque parce que la culture suisse de l'allaitement n'est pas la culture française de l'allaitement et en fait je me suis retrouvée à accompagner de nombreuses mamans qui étaient en difficulté sur leur allaitement et qui étaient surtout en allaitement mixte. Et la question revenait souvent quel lait je choisis pour mon bébé, et moi avec mon code de déontologie d'IBCLC, je leur disais j'ai pas le droit de vous parler de marque, je peux vous parler d'ingrédients mais pas de marque. Donc de fil en aiguille, j'ai commencé à développer des compétences sur les laits infantiles en parallèle de l'allaitement et est venu à moi tout d'un coup, je n'ai pas compris pourquoi, des bébés reflux, tant
au niveau de l'allaitement que du lait infantile. Et je me sentais très, très limitée, même si moi, j'ai vécu ça avec mes enfants, avec mes 2 enfants, donc sur des freins restrictifs et des allergies. Je me sentais relativement limitée et donc là, j'ai commencé à creuser, à aller chercher des informations aux États-Unis, parce qu'en France, il n'y avait rien sur le sujet. Et donc, j'ai fait des formations un peu spécifiques en e-learning sur des thématiques précises et ce qui m'a permis de créer en fait un puzzle, de mettre en place toutes ces pièces du puzzle et créer la méthode que j'ai aujourd'hui qui part vraiment sur la recherche des causes du reflux. Donc je l'ai testé avec de nombreuses mamans qui m'ont fait confiance et puis aujourd'hui ça arrivé à maturité. J'en ai écrit un livre qui vient de sortir aux éditions Mango, Bye Bye Reflux. Et puis me voilà maintenant sur Instagram à diffuser toutes ces informations en lien avec les causes du reflux, comme quoi on peut améliorer la situation. Alors je dis pas qu'on peut totalement traiter le problème, parfois oui, parfois non, tout dépend des causes, mais on peut grandement améliorer la situation et la vie de toutes ces familles, de ces bébés qui sont vraiment pas bien. Qu'est-ce qui est différent entre la Suisse et la France par rapport à l'allaitement? Les taux d'allaitement, c'est pas les mêmes, c'est la culture. Donc en Suisse, si tu veux, on est presque à 99 de taux d'allaitement initial à la maternité. Et plus on avance dans les âges, plus on garde ce taux haut de la maternité. Il y a des politiques d'entreprises qui sont en faveur de l'allaitement. Dans beaucoup d'entreprises, on a 1 mois de congé supplémentaire pour allaiter, donc ça motive déjà qu'on revient au travail en Suisse vers bébé, il a 4 mois, donc si on peut avoir le 5e mois offert par l'allaitement, plus on cale encore notre mois de vacances, on se retrouve facilement à avoir 6 mois avec bébé, et ça motive énormément de mamans par rapport à ça. Par contre, à l'inverse, en Suisse, les mamans qui n'allaitent pas sont hyper culpabilisées. Donc en fait, c'est le miroir inverse de la France. Un peu comme dans les pays nordiques finalement. Ouais, exactement. Oui, j'ai accompagné des mamans en Suède et c'est très dur et très lourd à porter pour les mamans qui veulent passer sur un lait infantile. Elles sont assez stigmatisées quand elles viennent chercher une boîte de lait à la pharmacie. Donc et en France, on a des tentatives d'allaitement. Je pense que je n'ai pas les taux en France en tête, mais je crois que les taux d'allaitement ils sont aux alentours des 80% et des brouettes à la maternité, mais très vite dès la sortie de maternité, ça chute très 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 rapidement parce que manque de compétences au niveau des professionnels de santé qui accompagnent et il n'y a pas la reconnaissance des consultantes en lactation IBCLC en France. En Suisse, elles sont reconnues, elles sont prises en charge par les assurances. Donc ça fait la différence. Alors on y va sur le reflux ? C'est parti ? Virginie, c'est quoi la définition du reflux gastro-œsophagien du bébé ? Alors, le reflux gastro-œsophagien, c'est le passage du contenu de l'estomac vers l'œsophage qui va parfois jusqu'à la bouche. Donc on peut avoir aussi ce qu'on appelle le reflux interne, c'est le lait qui remonte mais qui reste à l'intérieur, et le reflux externe où on va avoir les régurgitations. Donc en soi, c'est un phénomène courant chez le nourrisson qui est lié à une immaturité du sphincter œsophagien. Donc le sphincter œsophagien, c'est le muscle qui maintient l'œsophage fermé et qui empêche la remontée du contenu gastrique. Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce qu'il n'y a pas d'histoire de clapet comme on peut s'imaginer, comme une petite valve qui s'ouvre, qui se ferme. Non, c'est un muscle qui entoure l'œsophage et qui vient se contracter et fermer l'œsophage. Et donc les bébés sont immatures et on a une immaturité de ce sphincter qui peut être majorée par d'autres causes en fait. Donc cette capacité à se fermer peut être majorée par plusieurs causes qu'on va voir tout au long du podcast. Donc du coup, pour bien faire la différence, le mot reflux gastro-œsophagien ne signe pas forcément quelque chose de pathologique. Tous les bébés ont du reflux gastro-œsophagien, avec plus ou moins les régurgitations, à savoir les sorties de lait par la bouche, qu'on différencie des vomissements plus en jet et plus impressionnants en termes de quantité. Et dans certains cas, le reflux, en fait, fait un peu l'ascenseur dans l'œsophage et redescend dans l'estomac. Et donc ça, c'est ce qui est appelé reflux interne communément. Oui, c'est ça. Et puis après, dans ce reflux, on va différencier 2 types de reflux. On a le reflux physiologique, donc ce qui est normal, ce qui sont les régurgitations ou les remontées du contenu gastrique qui se produisent après les repas, donc qui ne causent pas de douleur, qui ne posent pas de problème au bébé, qui sont sans gravité, qui vont disparaître généralement avec le temps à mesure que ce sphincter immature. Et puis, à contrario, on va distinguer le reflux qui peut être considéré comme pathologique. Là, on va avoir des symptômes qui sont associés à ces remontées. Donc, c'est des régurgitations qui vont être persistantes, qui vont être excessives, qui peuvent se produire à distance du repas et pas immédiatement après le repas, et qui vont avoir un impact sur le quotidien de bébé. Donc, ça va être des bébés qui vont parfois refuser de s'alimenter. Des bébés qui vont avoir des pleurs persistants, qui, malgré le bercement, le portage, c'est des mamans et des papas qui n'arrivent pas à calmer leur bébé. Donc, des bébés aussi qui vont être en difficulté lors de l'alimentation, qui vont être agités, irritables,
Et parfois, dans ce reflux pathologique, on peut avoir des bébés qui ont des faibles prises de poids. Et bien souvent, à ce reflux pathologique, dans la plupart des cas, on retrouve les troubles du sommeil. Donc, c'est des bébés qui sont tellement inconfortables qu'ils n'arrivent plus à dormir et dont les parents sont obligés de faire du pot à pot. Ils sont dans l'incapacité de respecter aussi les recommandations de prévention de la mort subite du nourrisson, c'est-à-dire faire dormir son bébé sur le dos, et qui vont se retrouver à faire dormir leur bébé sur le ventre, sous surveillance, ou même en pot à pot, semi-assis dans un canapé. Et là, on peut aussi majorer tous les risques d'étouffement et les risques d'accident qui peuvent arriver. Donc, c'est compliqué ce reflux pathologique pour ces parents. Et pour les bébés, ça peut être aussi douloureux. Et parfois, certains en arrivent au point d'avoir une œsophagite, donc une inflammation de l'œsophage qui empêche carrément l'alimentation de bébé, où on va être dans des batailles où on comprend pas. Donc là, il faut aller voir absolument le médecin dans ces cas-là. Yes, donc c'est-à-dire que le reflux est normal et physiologique lié à l'immaturité du sphincter, comme tu le disais, que c'est normal pour un bébé d'avoir quelques régurgitations. Plus elles sont proches du repas, moins elles sont embêtantes pour lui parce que l'acidité gastrique n'a pas fait œuvre et que du coup c'est moins acide ce qui remonte. Et plus ça s'éloigne des repas, plus c'est fréquent, donc plus c'est intense, et plus on a de chances que le bébé devienne inconfortable, voire douloureux, voire ait une réelle œsophagite, et qu'on passe dans la partie pathologique, finalement. Exactement, ouais, c'est tout à fait ça. C'est quoi la prévalence? Donc la prévalence, c'est la quantité, en fait, de bébés qui présentent du reflux gastro-œsophagien pathologique, on va dire, entre le bébé allaité et le bébé qui est nourri aux préparations commerciales pour nourrissons. J'ai cherché dans les études, j'ai pas trouvé. La seule chose qu'ils nous disent, c'est qu'on a quand même relativement plus de bébés nourris au lait infantile qui sont sujets à ces problématiques-là que les bébés nourris au lait maternel, tout simplement de par la composition de la différence entre lait maternel et lait infantile. Donc le lait maternel, donc on est d'accord, c'est ce qui convient le mieux au bébé. On a tous les nutriments à l'intérieur, il est facilement digeste. Et c'est des tétées qui sont relativement fréquentes. On alimente beaucoup plus fréquemment un bébé nourri au lait maternel qu'un bébé nourri au lait infantile. Et puis dans le lait maternel, on a aussi tout ce qui est facteur immunologique qui peut réduire l'inflammation et promouvoir un bon microbiote intestinal. Ça, on reviendra aussi dans le podcast plus tard. Et ça permet de réduire les reflux. Et dans le lait infantile, en fait, on sait que le lait infantile, il est beaucoup moins digeste. Il met du temps à être digéré. Et ça, vu que ça reste plus longtemps dans l'estomac, ça peut favoriser le risque de reflux. Et puis, malheureusement, dans les laits infantiles, c'est fait à base de protéines de lait de vache. Et la protéine de lait de vache, elle est lourde, elle est complexe pour les enzymes qui sont encore fragiles à être digérées. Et puis, on a toutes ces problématiques aussi d'allergie et d'intolérance alimentaire qui peut augmenter le reflux chez les bébés. Et chez les bébés nourris au lait infantile, on a tendance à donner des volumes beaucoup plus importants, contrairement aux bébés nourris au lait maternel. Et tout ça, ça nous fait que, au niveau de la prévalence, on a plus de bébés nourris au lait infantile qui vont avoir plus de reflux physiologiques et pathologiques que chez les bébés nourris au lait maternel. Et c'est ce que je vois dans mes consultations. J'ai majoritairement des bébés nourris au lait infantile qui viennent me voir. Pour un bébé, qu'il soit allaité ou non, qu'est-ce qu'on va pouvoir repérer? Donc là, mais qu'on soit parent ou professionnel, parce que si on a des consultations assez longues, moi je sais que ça m'arrive régulièrement de repérer les signes de reflux chez un bébé dans une consultation d'ostéo. Donc qu'on soit maman ou qu'on soit professionnel, qu'est-ce qui peut nous faire penser que ce bébé a quand même un peu plus de remontée gastrique qu'un autre? Voilà, quels sont les signes évocateurs? Alors, tu vas avoir donc la quantité quand tu fais ton anamnèse, la quantité de régurgitation que les parents peuvent te dire. Je dis mon bébé régurgite immédiatement après les repas, ça pose pas de problème. Et à distance des repas, là, ça commence à être un petit signal d'alarme. D'accord, donc il régurgite à distance des repas, combien de fois par jour? Plus la fréquence est élevée, plus ça doit nous titiller en termes de professionnels de santé, nous dire, oh, attention, alerte rouge. Et puis derrière, on a aussi, donc les régurgitations, c'est assez facile à voir, et puis on a tous ces reflux internes qui peuvent être un peu discrets. Mais au niveau du bébé, on va avoir des signes de mâchonnement, des bébés qui vont comme mâcher du chewing-gum, qui vont tirer la langue, qui vont grimacer, et tout ça, c'est potentiellement des remontées internes que bébé manifeste sur son visage. Et puis derrière, on va avoir tous les signes non spécifiques qui sont aussi des inconforts qui peuvent être souvent aussi associés à des inconforts digestifs, des irritabilités, des pleurs, et aussi on a d'autres signes type respiratoire qui peuvent être associés au reflux, donc tout ce qui est toux, voix cassée, les otites à répétition éventuellement, les rhinites chroniques, les nez encombrés, les éternuements. Il y a
de nombreux facteurs qui peuvent nous dire ce bébé potentiellement il a un reflux qui vient aussi poser problème sur d'autres sphères que l'œsophage et la remontée et la régurgitation. Ce que j'entends souvent en consultation, c'est, tu sais, cette façon qu'ils ont de faire un bruit un peu, de redéglutir, et puis ça fait comme des bruits un peu de siphon, de tuyauterie là-dedans. Ouais, tout à fait. Ouais. À partir de quel moment, en tant que parent, je dois consulter mon pédiatre, mon médecin généraliste, en fonction de la personne qui suit mon bébé, et que je dois un peu insister sur le fait qu'il y a un problème, si j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Parce que c'est pas toujours facile de se faire entendre par le corps médical sur du reflux, et en particulier s'il n'est pas extériorisé. Ouais, tout à fait. En fait, moi, ce que je propose aux parents, c'est de bien préparer sa consultation avec son médecin, de lister tous les signes et symptômes de mon bébé. Ok, donc j'entends ce bruit, comme tu dis, de siphon. J'ai des régurgitations immédiatement après les repas, mais aussi à distance des repas. J'en ai à peu près tant par jour. J'ai mon bébé qui a cette rhinite chronique. J'ai mon bébé qui a mal quand il déglutit. J'ai mon bébé qui a des difficultés à téter. Enfin voilà, venir avec le médecin avec tous les signes et les symptômes de votre bébé. Et essayer, alors c'est pas facile de mettre de côté l'émotionnel. Communiquer bien correctement avec un médecin, il faut des faits, d'accord ? Plus vous allez avoir des faits, plus vous allez être écouté et plus vous allez vous sentir aussi écouté. Et après, vous pouvez rentrer en discussion avec votre médecin. Voilà, moi je pense peut-être qu'il a un reflux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? On rentre en discussion avec le médecin. On vient pas comme ça, j'ai mon bébé, il a des reflux. Et on pose pas la valise comme ça. On explique tous les signes et les symptômes pour que le médecin comprenne qu'est-ce qui se passe, qu'il puisse lui faire les liens de cause à effet et puisse éventuellement mettre en avant certains diagnostics auxquels on n'aurait pas pensé. Si mon médecin, malgré tout ça, ne m'entend pas, vers qui est-ce que je peux me tourner ? Vers toi, tu vas me dire peut-être, non ? Oui, mais voilà. Maintenant là, je suis en train de former grâce à la formation que j'ai montée avec une orthophoniste et une ostéopathe. La formation sur la prise en charge des reflux. Donc, il y a de plus en plus de professionnels qui vont être formés sur les prochains mois, années, là, elle est toute fraîche. Donc, nous, on vise vraiment à former les médecins, les sages-femmes, les consultantes en lactation IBCLC, les ostéos, les kinés, les chiros, toutes ces personnes, en fait, qui gravitent autour du monde de votre bébé. Et plus ces personnes seront informées, plus elles pourront vous prendre en charge de manière pluridisciplinaire et vous aider à résoudre la situation. Parce que comme on va le voir un petit peu plus loin, il y a des causes à ce reflux. Et selon les causes, on va aller voir tel ou tel professionnel, tout simplement. Alors justement, la transition est parfaite. Quelles sont les causes de ces reflux gastro-œsophagiens et comment on va pouvoir s'orienter vers les causes probables ? C'est assez complexe, donc on va essayer de le faire étape par étape. Bien sûr, ouais, ça va être un peu long parce que, si le sujet est aussi touchy, c'est évidemment qu'il y a plusieurs causes, qu'elles peuvent s'associer entre elles. On peut en avoir qu'une seule, on peut en avoir trois. On a le droit de cumuler les problèmes, comme je dis toujours. Et donc, si votre bébé il cumule certains de ces problèmes, ça va rendre le diagnostic plus compliqué. Donc, allez, c'est parti. Première cause. Alors, on repose la base. Donc, on a ce sphincter qui vient fermer l'œsophage, qui empêche la remontée du contenu de l'estomac dans l'œsophage. Donc, ce sphincter, il peut être mis à mal à travers plusieurs causes. Donc, on a la première qui est assez basique, qui est la suralimentation. Donc, il peut également provoquer le reflux. Donc, un estomac qui est trop plein va exercer une pression sur ce sphincter œsophagien. Et même si cette suralimentation elle est involontaire de la part des parents, parce qu'on va voir un peu qu'est-ce qu'on va creuser dans cette suralimentation, et trop de pression dans l'estomac, il y a un moment donné, l'estomac lui, il va brasser, il va faire des contractions pour avancer le bol alimentaire dans le système digestif. Et puis quand il va faire ses contractions, s'il y a trop, ça remonte en haut, quoi. Le sphincter il peut plus être fermé et puis ça reflue dans l'œsophage. Donc ça c'est aussi valable pour un bébé allaité qu'un bébé nourri aux préparations commerciales pour nourrissons. Tout à fait. Tout ce qu'on va voir, c'est valable pour tous les types de bébés, vraiment. Parce que tu vois, ce qui est communément dit dans l'allaitement et chez des bébés qui ont du reflux, c'est non, n'espacez pas les tétés pour autant. Enfin, évidemment, il faut savoir comment ce bébé tète, est-ce que la lactation elle est correcte, etc. Mais un des premiers trucs qu'on entend dans le monde allaitant, c'est non, il ne faut pas espacer les tétés. Le lait maternel, ça va cicatriser l'œsophage. Mais en fait, si ce bébé il mange trop, il a beau manger le meilleur truc du monde, il y a un moment où c'est trop. Oui, c'est ça. Quand c'est trop, c'est trop. Et puis, en effet, il va falloir creuser au niveau de l'allaitement. Est-ce qu'on n'est pas justement en hyperlactation ? Est-ce qu'on met pas notre bébé au sein pour le soulager de la douleur ? Mais vu que la tétée soulage la douleur, il se reprend encore du lait. Et donc, on rentre dans des cercles vicieux. Et le reflux, c'est vraiment une pelote de laine à détricoter.
et on va falloir tirer un peu sur les bons fils pour pouvoir avancer et rentrer dans un cercle vertueux. Parce qu'une fois qu'on a cassé ce cercle vicieux, on rentre automatiquement dans un cercle vertueux qui va aller décanter toute la situation. Donc tout ce qui est suralimentation, vraiment c'est une des causes les plus fréquentes du reflux. Et il va falloir aller creuser un peu pourquoi je suralimente mon bébé. Donc si j'ai un bébé nourri au lait maternel, donc au sein, on va aller checker du côté de l'hyperlactation. Si j'ai un bébé qui est nourri au lait maternel au biberon, on va aller checker tout ce qui est forme de tétine, débit de tétine et comment je donne le biberon à mon bébé. Donc ça va être hyper important aussi d'aller creuser de ce côté-là. Concernant l'hyperlactation, vous avez un épisode qui est l'épisode 14 dans mon souvenir qui a traité de ce sujet-là, donc c'est dans les démarrages de Milchaker. Donc on n'est évidemment pas en train de vous dire d'espacer les tétés là comme ça, ne faites pas les petits chimistes avec vos histoires de reflux, consultez s'il vous plaît des gens qui sont formés, mais ça pourra être une solution si on s'assure en face que le bébé est suffisamment nourri, que la lactation est pérenne, que la succion est bonne. Ça pourra être une solution quand même de limiter la quantité de prise alimentaire. Retenez ça, juste. Tout à fait. Il faut comprendre parce que sur un bébé qui va téter fréquemment, c'est est-ce que j'ai une bonne lactation ou est-ce qu'il tète fréquemment parce que j'ai une insuffisance de lait. Enfin, il faut aller faire attention à tout ça, quoi. Vraiment. Donc, et dans le cadre, la suralimentation dans le cadre des bébés nourris au lait infantile, c'est pareil. Il va falloir revoir un peu la manière dont on alimente notre bébé. Est-ce qu'on respecte les signes de faim, les signes de satiété? Pareil, on vient regarder un peu ce débit de tétine, s'il convient à un bébé, comment il tète pour limiter en fait l'excès de lait. C'est si je bois vite, je vais avoir plus tendance à boire plus de lait que si je bois tranquillement, doucement sur un débit qui me convient. Et donc tu leur parles aussi de la position pour donner le biberon, j'imagine. Oui, alors il y a pas mal de polémiques sur ça. Alors moi, je vais être un peu à contre-courant de beaucoup de recommandations qui peuvent se trouver sur les réseaux sociaux. Sur cette idée que plus on va verticaliser le bébé pour téter, mieux ça va être. En fait, le problème de verticaliser un bébé sur un biberon, qu'est-ce que ça fait? C'est que selon comment on le verticalise, il peut se retrouver plus ou moins assis sur ses fesses. D'accord? Et s'il vient assis sur ses fesses, qu'est-ce qu'on fait? On vient monter la pression au niveau abdomen et donc on vient mettre plus de pression et donc on vient favoriser le reflux. Donc moi, je suis plutôt de l'école de dire que on nourrit notre bébé au biberon de la manière la plus simple, la plus physiologique. Si on veut être physiologique, on peut même carrément aller l'alimenter couché sur le côté, sur nos genoux, sur le lit, sur le canapé, et on donne le biberon à l'horizontale. Et là, on est sur c'est le biberon qui doit être à l'horizontale. Ouais, en fait. Oui, et puis le bébé aussi, il peut, parce qu'on retrouve en fait la position comme un allaitement maternel. Donc le bébé est capable de téter, on va dire, dans toutes les positions. Et donc, plus on sera avec un biberon à l'horizontale, plus le bébé aussi sera détendu dans des positions vraiment qui ne vient pas compresser l'abdomen, moins on mettra de pression et moins on aura de risque de faire de régurgitation ou de reflux interne. D'accord. Ouais, c'était par rapport au débit qui lui arrivait facilement dans la bouche. C'est vrai que le fait de donner dans la position classique où le bébé est allongé dans les bras et le biberon au-dessus, ça a tendance à augmenter le flux qui va dans sa bouche. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'au-delà de la position du bébé en elle-même, c'est plutôt la position du biberon et le fait qu'il n'y ait pas trop de pression dans le biberon qui va compter. Oui, c'est ça. Mais après, j'ai pas trouvé d'études par rapport à ça. Oui, on voit que si on met à vertical, ça coule plus vite que si on met à l'horizontale. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui fait la différence? Je suis pas convaincue. Mais c'est à explorer, de toute façon. Les parents, il faut qu'ils explorent les positions avec leur bébé. De toute façon, qu'ils reprennent le pouvoir et puis qu'ils observent. Est-ce que si mon bébé est à la verticale, il tète mieux et il prend moins de lait trop vite? Ou est-ce que si je mets à l'horizontale le biberon, est-ce que ça se passe mieux? Explorer, parce que chaque bébé est différent et chaque chose va correspondre à un bébé différent. C'est noté. Donc, OK pour la suralimentation. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Alors, on peut avoir tout ce qui est en lien avec l'excès d'air avalé. Donc, on revient avec nos histoires de pression. Si on a trop de liquide, on peut aussi avoir trop d'air. Et donc là, on revient avec ce flux de lait qui est trop rapide, où les bébés peuvent avoir tendance à avaler aussi énormément d'air pendant qu'ils tètent. Et puis, dans tout ce qui est excès d'air avalé, on va pas se mentir, c'est toutes les problématiques de succion. Donc, des mobilités de langue restreinte. Donc, ces mobilités de langue restreinte, elles peuvent être liées juste uniquement à des tensions. Et tant mieux, dans ces cas-là, on va voir notre ostéo, notre chiro, notre kiné s'il y a besoin, pour pouvoir résoudre les problèmes de tension et libérer cette mobilité de la langue. Et parfois, c'est aussi en lien avec toutes les problématiques de frein de langue restrictif. Et donc là, il y a une prise en charge qui va être pluridisciplinaire, qui va être nécessaire pour pouvoir améliorer cette mobilité de la langue, qui va permettre à bébé d'être beaucoup plus efficace sur le sein, sur la tétine du biberon, et limiter l'air avalé en étant beaucoup plus hermétique autour du sein ou du biberon.
Très bien, ouais, donc là, on rentre dans les problématiques de succion qui sont un tiroir, énorme à explorer, dont on parle ultra régulièrement dans Milkshaker puisque c'est quand même, la clé de la compréhension de beaucoup de problématiques d'allaitement. Voilà, si votre bébé avale de l'air en même temps qu'il avale, du liquide, évidemment, ça fait beaucoup de pression, dans son petit corps et puis ce sera pas que du reflux, ce sera aussi des coliques a priori, qu'il va avoir. Troisième cause maintenant. Eh ben, on va le mettre sous tout ce qui est inflammation du corps, inflammation digestive, et en fait comprendre comment l'état d'inflammation du système digestif va influencer le sphincter œsophagien va dépendre de la cause de l'inflammation. Donc dans les causes des inflammations du système digestif, on peut avoir tout ce qui est infection gastro-intestinale, par exemple une gastro, un petit virus qui passe. Voilà, ça peut favoriser un état inflammatoire transitoire et on le voit dans les accompagnements que je fais. Il y a un petit virus qui passe, bam, retour du reflux alors que tout était contrôlé. On va avoir tout ce qui est allergie alimentaire, comme les intolérances aux protéines de lait de vache. Ça va favoriser aussi un mécanisme inflammatoire au niveau du système digestif. Et on va avoir tout ce qui est déséquilibre du microbiote intestinal. Donc l'inflammation de la muqueuse digestive via des médiateurs, c'est assez complexe, va affecter en fait la fonction du sphincter œsophagien et donc va rendre ce sphincter œsophagien beaucoup moins efficace. Et aussi, on sait que l'état inflammatoire va fragiliser la muqueuse œsophagienne et peut favoriser donc plus facilement des œsophagites par la suite. D'accord, donc à la fois ça agit sur la muqueuse en elle-même qui va être plus irritable, plus facilement abîmée, et à la fois ça influe sur la façon dont ça vient se contracter et donc moins remonter. Donc c'est un peu double peine. C'est ça, exactement, parce que c'est l'inflammation générale. Alors c'est un mécanisme complexe, mais il y a des médiateurs qui viennent qu'on n'a peut-être pas besoin de interagir, savoir, ouais. voilà, qui viennent jouer sur le sphincter. Et c'est très très bien étudié chez les adultes. Alors chez les enfants non, c'est pas étudié, mais chez les adultes c'est très très bien étudié. Ok, donc tu nous as dit passage d'un virus mais quelconque, microbiote intestinal déséquilibré, on en reparlera, ou allergie, intolérance aux protéines de lait de vache, et donc je ne digère pas bien ce que je mange et j'inflamme ma muqueuse bien plus facilement. Et on peut même rajouter les vaccins, parce que ça vient stimuler le système immunitaire et inflammatoire, et on peut rajouter les dents aussi. Bien sûr, donc les dents en effet viennent créer un contexte inflammatoire, et le vaccin, je sais pas si tu seras d'accord avec moi sur ça, mais je trouve que c'est pas immédiatement après le vaccin. Ça se met en place petit à petit, c'est dans les 7, 10 jours qu'il y a quelque chose, on voit notre bébé qui change, tu vois, au bout d'une semaine. Ouais, moi sur les bébés que j'accompagne, je le vois plutôt dans les 24 heures qui suivent, 24-48 heures. Il y a la Ah, c'est flambée vrai, du moi je reflux trouve qui que arrive. Ouais. au niveau ostéo, tu vois, les tensions, c'est comme si elles venaient s'ancrer sur une semaine. Et que d'ailleurs, si on les voit le jour même ou le lendemain, on n'a pas vraiment grand-chose dans les mains à travailler. C'est après que comme s'ils avaient fixé les tensions et que ça faisait décompenser des choses qui étaient déjà là, en fait. D'accord, ouais, c'est super intéressant parce que vraiment en termes de reflux régurgitation, moi je le vois dans les 24-48 heures qui suivent, où là on est dans des pics, c'est infernal, mais par contre ça dure 3-4 jours. Et derrière, ben toi tu vois au niveau ostéopathique qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Ouais, c'est hyper intéressant. Quand c'est comme ça au niveau ostéo, souvent, c'est pas forcément des bébés qui ont été dit. Enfin, alors après, là, c'est vraiment que de l'expérience, hein, on parle pas d'études et tout ça, attention. Mais c'est souvent des bébés où ça n'a pas été si mal juste après, mais dans les dates, on se rend compte que c'est 7 jours, 10 jours après, comme si les choses qui étaient un peu préexistantes décompensaient. Quand ils ont mal réagi, évidemment, ils réagissent pas tous mal au vaccin, et puis on est sur un infranio, on parle pas de choses médicales pures, on parle de systèmes de tension qui se remettent en place et qui vont venir refavoriser les troubles digestifs, etc. Donc voilà, tout ça, ça nous fait pas mal de causes type, on va mettre dans la case inflammatoire. D'autres styles de causes? Donc on va développer un petit peu les allergies parce que mine de rien, il faut en parler. Hein. Tu as fait un podcast sur les allergies avec Véronique Darmanja qui est juste exceptionnel. Donc on va pas revenir dessus, mais en gros, les allergies, ça vient vraiment stimuler le système inflammatoire des intestins et on va avoir ce système digestif qui est un peu défaillant au niveau de la muqueuse intestinale qui va laisser passer des protéines qui ne devraient pas passer et donc qui vont déclencher des potentielles réactions allergènes chez les bébés. Donc tout est une question de perméabilité intestinale. Et donc là, on sait pas trop, les études elles sont pas d'accord parce qu'elles savent pas trop qui fait quoi, c'est qui de l'œuf ou de la poule, c'est est-ce que l'allergie favorise l'inflammation et vient perturber le microbiote, ou est-ce que c'est le microbiote de base qui est perturbé, qui favorise l'inflammation et qui favorise les allergies. Donc, dans tous les cas, si on suspecte des allergies, on voit son allergologue, on peut, en cas d'allaitement, commencer à explorer un peu les pistes d'éviction alimentaire en attendant d'avoir nos rendez-vous.
Typiquement, c'est la PLV, les protéines de lait de vache, qui sont le plus à risque de faire des allergies. Mais voilà, on n'est pas à risque de faire plein d'autres types d'allergies, le gluten, les œufs, le soja. Chaque bébé est différent. Donc c'est vrai que les allergies, mine de rien, dans la prévalence du reflux, c'est quand même 50%. Il y a un bébé sur deux qui a un reflus qui est intolérant, PS, allergique à quelque chose. Et ça mérite d'être exploré, vraiment. Ouais, et rappelons que allaiter son bébé ne vous prémunit pas des allergies pour le coup, parce que si je me souviens bien, dans le cadre d'allaitement, on parle le système, c'est le système allergique, c'est pas le système intolérance, si je me souviens bien de l'épisode avec Véronique. Mais ça ne vous exonère pas d'avoir un bébé allergique aux protéines de lait de vache, puisque les protéines de lait de vache que vous consommez ne sont certes pas directes dans le lait, mais il en reste en tout cas des traces et qui peuvent tout à fait faire réagir bébé. Alors moins que si vous lui donnez un biberon entier de lait de vache, mais on a des bébés allaités qui sont allergiques aux protéines de lait de vache et qui sont très problématiques en termes de reflux, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, il faut comprendre que tout ce que mange la maman, ça va passer dans ses intestins et il va y avoir ce qu'on appelle la translocation entéromammaire, c'est qu'au niveau des bactéries, les bonnes bactéries des intestins de maman vont passer dans le système sanguin lymphatique pour se retrouver dans le lait maternel, mais c'est pareil pour les protéines. Si la maman a un intestin inflammatoire, un peu poreux, il y a des protéines qui vont passer qui ne devraient pas passer, qui vont se retrouver dans le sang, dans le système lymphatique et dans le lait maternel, et c'est comme ça qu'en fait se déclenchent les allergies alimentaires. Donc c'est ce qu'on appelle la translocation entéromammaire, et c'est pour ça que bien souvent il va falloir, quand on est face à des allergies, mais on parle aussi d'intolérance, hein. Moi je parle aussi d'intolérance parce que les intestins sont tellement abîmés chez maman et chez bébé que si on met tout au repos et qu'après on réintroduit, le produit il passe, l'aliment il passe, il n'y a pas de souci. Donc on a les allergies et on a aussi les intolérances. Donc l'idée c'est vraiment de travailler sur le système digestif de la mère pour que passent dans le lait maternel tous les éléments qui devraient passer et pas ce qui ne devraient pas passer, pour venir derrière soigner son bébé en fait via son alimentation et sa santé à soi en tant que maman. Ok, donc de l'intérêt, si j'entends bien, mais on le verra après dans les solutions, d'aller vers des probiotiques pour le bébé allaité, même s'il est censé en avoir dans le lait, puisque son microbiote dépend de celui de sa maman. Voilà, c'est ça. Donc soit on se dit on commence le traitement par la mère, soit on se dit la maman elle peut être traitée avec un suivi diététique et bébé je peux venir donner un petit coup de pouce au niveau des probiotiques et prébiotiques. Mais attention, quand on vient avec des prébiotiques ou des probiotiques sur un intestin qui est très inflammatoire, ça peut aggraver la situation. Donc bien souvent, moi c'est issu de mon expérience, hein. Au début, je proposais pré et probiotiques en systématique et ça faisait exploser les bébés dans le sens où il y avait des gaz, des inconforts digestifs. Et maintenant, voilà, la solution c'est plutôt traiter la cause, attendre que tout se calme et après on vient retravailler le microbiote gentiment. Donc on y va pas à pas à ce niveau-là. Ok, très bien. De toute façon, on reparlera de comment on s'y prend tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on reste dans le tiroir des choses inflammatoires, dans le sous-tiroir des allergies, ou est-ce qu'on a fini avec ça? On a fini avec ça et on va parler maintenant vraiment du microbiote. On va approfondir un petit peu le microbiote si t'es ok. Ouais. Ah je suis carrément ok. Voilà. Donc on a déjà, je vous ai expliqué un petit peu comment fonctionnait déjà le microbiote de l'allaitement, du lait maternel. Donc là, on va reprendre juste les bases du microbiote intestinal. Donc c'est l'ensemble des organismes vivants. C'est des bactéries, des champignons, des virus qui vivent dans notre intestin. Donc on connaît essentiellement les bactéries. Et donc chez le nourrisson, le microbiote, il est vraiment en cours de développement et joue un rôle clé dans la digestion, dans le système immunitaire et dans la santé globale de bébé. Donc il va se développer à la naissance, il est dépendant du facteur microbiote maman, surtout s'il y a un accouchement par voie basse, et c'est là où on va les creuser s'il y a des antibiotiques aussi, parce que si maman a pris des antibiotiques en péri-accouchement, juste avant l'accouchement, ça peut venir faire perturber son microbiote à elle, et si on a un accouchement à voie basse, le bébé il est ensemencé avec un microbiote qui est plutôt pauvre, et donc là peuvent favoriser tout ce qui est problème digestif éventuel. Ce microbiote des bébés, il se développe dès la naissance et il est influencé par le type d'accouchement, par l'alimentation, allaitement maternel ou lait infantile et par l'exposition aux antibiotiques d'un point de vue très succinct. Après, il y a aussi l'environnement, les animaux, il y a plein d'autres facteurs qui vont influencer son microbiote. Et donc, ce microbiote, comment un microbiote perturbé peut influencer ce reflux? Et dans un déséquilibre du microbiote intestinal qu'on va appeler la dysbiose, on revient sur ce système inflammatoire qu'on a déjà évoqué de la muqueuse intestinale. Donc, cette inflammation, elle va affecter l'ensemble du tube digestif, donc du système digestif, de l'œsophage jusqu'au côlon.
et qui va rendre la muqueuse beaucoup plus sensible. Et donc, on sait qu'un microbiote perturbé peut altérer la motilité, donc la mobilité intestinale, c'est-à-dire que ça peut soit ralentir et avoir des bébés qui vont avoir des problèmes de constipation, soit l'accélérer et avoir des bébés qui vont avoir des selles liquides très fréquentes et qui peuvent être même acides au point de faire des érythèmes fessiers. Et quand on est face à un microbiote perturbé, selon la cause de la perturbation du microbiote, par exemple, si on prend le cas d'une hyperlactation, c'est des bébés qui vont avoir beaucoup de lactose, beaucoup de sucre à digérer qui vont dépasser ses capacités digestives. Et donc, il y a du lactose qui va passer librement dans le côlon. Et ça, si c'est pas géré par les enzymes du système digestif de bébé, c'est les petites bactéries qui vont prendre le relais et qui vont commencer à prédigérer ces lactoses et fermenter. Et donc, on va avoir par exemple, cette hyperlactation et ce trop plein de lactose, des fermentations qui vont entraîner des gaz, des coliques, des inconforts digestifs chez bébé. Et ça va faire des abdomens qui vont être distendus. Et donc, on va repartir sur notre système de pression, trop de pression dans le ventre et favoriser le reflux, en plus du système inflammatoire, parce que trop de lactose, déséquilibre du microbiote, système inflammatoire qui se met en route et faiblesse du sphincter œsophagien. Donc, c'est tous des mécanismes comme ça en chaîne et qui s'entretiennent les uns les autres en plus. C'est ça, voilà. Donc, voilà, l'idée du microbiote, c'est de pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la maman et dans la vie de ce bébé, pour se dire, potentiellement, ce microbiote, il a été altéré. Il faut savoir qu'il a aussi une grande capacité à s'auto-régénérer. Donc, c'est pour ça que bien souvent, quand il y a un allaitement, bébé n'a pas forcément tout le temps besoin d'avoir des probiotiques, parce que si on vient rééquilibrer gentiment, le corps se rééquilibre aussi, et on n'a pas besoin de venir booster un petit peu avec le rééquilibrage des probiotiques. Donc au niveau des symptômes de la dysbiose, donc quand on a un microbiote perturbé, qu'est-ce qu'on a? On a des bébés qui vont avoir des coliques, des ballonnements, des diarrhées, des constipations, et du coup, qui vont être irritables parce qu'ils ont tout le temps mal au ventre. Pour qu'une maman se demande, elle, si elle a peut-être une dysbiose, qu'est-ce qui peut l'alerter, elle? C'est les mêmes signes et symptômes, c'est regarder son transit, regarder son alimentation, est-ce qu'elle a mal au ventre quand elle mange des choses, regarder si elle a pris des antibiotiques au cours de sa grossesse, se dire potentiellement mon microbiote il est perturbé, ça vaut le coup que je le retravaille. C'est observer ces signes et ces symptômes à soi-même avant. Si vous avez eu pas mal de mycoses aussi, ça peut être un des signes de microbiote déséquilibré. Et de manière générale, la grossesse est quand même un moment particulier pour le microbiote qui le déséquilibre assez facilement. Donc déjà qu'on n'a pas des microbiotes de manière générale très équilibrés à la faveur d'alimentations plus ou moins saines et transformées, à la faveur de stress qui est un des plus grands perturbateurs de microbiote, alors il est quand même fort probable qu'on lègue à nos enfants, sans culpabilité aucune, mais des microbiotes qui sont pas géniaux. Alors ça vaut toujours le coup de se pencher sur ça. Je vous donne mon exemple, deuxième grossesse, je connaissais l'importance du microbiote, j'allais chez un naturopathe, j'ai refait mon microbiote. C'était génial, je tombais enceinte et puis j'ai eu la gerbe pendant 9 mois et j'ai bu du coca et j'ai mangé des chocs à pic. Mon microbiote n'était pas après grossesse dans l'état où il était avant. On ne peut pas tout contrôler. Même quand on est contrôle fric comme moi, ça ne marche pas toujours. Donc voilà, en tout cas, les microbiotes, c'est quand même très déséquilibré de manière générale et c'est vraiment un sujet sur lequel il faut se pencher. Ouais, c'est vrai. C'est hyper important et c'est facteur de beaucoup. En travaillant en microbiote, on peut résoudre beaucoup de problèmes. Ça, c'est sûr, au niveau de la santé. Ça explose au niveau des études. C'est vraiment hyper prometteur de ce côté-là. Ouais, c'est très, très riche. A-t-on fini avec le sous-tiroir microbiote, dans le tiroir inflammation, dans le tiroir des causes des reflux? Attention, encore dans la famille inflammation, il nous reste encore 2 petits éléments que je vais pas beaucoup développer parce que ça revient toujours dans la même mécanique, ça crée de l'inflammation et ça favorise le reflux. C'est tout ce qui est stress des bébés et manque de sommeil. Très étudié chez les adultes, peu étudié chez les enfants, mais on peut très bien faire la corrélation. Le stress favorise vraiment le mécanisme inflammatoire. Et pourquoi un bébé est stressé? Parce qu'il est inconfortable et parce qu'il manque de sommeil. Donc parfois, faire une petite cure de sommeil, se dire allez, je me motive pendant 3 jours, je fais que du portage, je vais aider un bébé, ça peut permettre de décanter la situation et d'amorcer ce cercle vertueux. Et parfois ça suffit pas, il faut aller travailler les autres causes. Mais dans tout cas, il faut prendre en considération que le stress et le manque de sommeil de bébé peut aussi favoriser l'enfant. Je te rejoins complètement et les histoires de manque de sommeil sont quand même très fréquentes. Je trouve que quand un bébé pleure, on se dit toujours que soit il a faim, soit il a mal quelque part. Mais en fait, on néglige complètement le fait qu'un bébé a souvent sommeil, en fait. Que les périodes de fatigue reviennent très régulièrement. Qu'un bébé, dans les démarrages, ça a des périodes d'éveil d'aller 1 heure et demie grand max, en gros. Et que si on les voit pas, on laisse passer et
très vite, en fait, ils accumulent de la fatigue et peuvent se retrouver en fait sous stress de pas assez dormir. Mais enfin, essayez de pas dormir pendant une semaine, ou très peu dormir pendant une semaine, à la fin vous êtes stressé et votre ventre il en prend un coup. Et ben, c'est exactement pareil pour eux et je pense qu'on connaît pas assez bien les signes de fatigue, des bébés. Ouais, je suis d'accord avec toi. On refait un petit résumé de toutes les causes pour synthétiser. Allez, ouais, je pense que c'est bien, tout à fait. Cause Alors, numéro on a 1. la suralimentation, l'excès d'air avalé, les allergies, les infections, la dysbiose, donc la perturbation du microbiote, le stress bébé, des bébés et le manque de sommeil. Voilà. Donc, il faut explorer toutes ces pistes-là quand on est face à un reflux de notre bébé. Et c'est beaucoup de choses. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se faire aider. OK, très bien. Donc là, on a vu toutes les potentielles causes de reflux. Quelles pistes, on va avoir du coup en fonction des causes qu'on a évoquées tout à l'heure pour améliorer le reflux de mon bébé, à allaiter? Parce qu'ici on parle beaucoup d'allaitement, mais que ça serve aux mamans qui ont des bébés qui sont au biberon aussi. Donc, si on reprend la cause de la suralimentation, on va vérifier son allaitement. On va voir une consultante en lactation et BCLC pour faire le point. Est-ce que mon bébé est vraiment suralimenté parce qu'il revient toutes les heures et demie au sein? Ou est-ce que c'est une insuffisance de lait? Et si vraiment mon bébé est suralimenté, je revois ma lactation. Est-ce que je suis en hyperlactation? Oui. Donc dans ces cas-là, je viens adapter ma lactation, je viens la diminuer par des techniques qui existent. Si je suis à l'aide sur 2 seins, je passe sur un sein. Si j'allaite chaque tétée sur un sein, je passe 2 fois de suite sur le même sein pendant 2 tétées de suite. Et puis on abaisse la lactation pour réguler ce flux de lactose qui peut être trop important et réguler aussi ce flux de lait qui peut être trop important, qui fait une suralimentation et qui favorise aussi de l'air avalé. Parce que bien souvent, quand on est face à une hyperlactation, les bébés ne prennent pas de manière optimale le sein et ça favorise aussi l'excès d'air avalé. Donc ça, c'est dans le cadre de la suralimentation. Dans le cadre de l'excès d'air avalé, ben là, c'est tout ce qui est prise en charge de troubles de succion. Donc là, tu en parles très très bien dans ton podcast, de nombreux autres podcasts où tu as intervenu. On va pas redétailler, mais il va falloir aller se poser la question si mon bébé il a un problème de succion. Est-ce qu'il claque de la langue? Est-ce qu'il avale de l'air? Est-ce qu'il fait des fausses routes? Bref, il y a vraiment plein de choses à aller creuser. Et dans ces cas-là, ben, il faut commencer une prise en charge pluridisciplinaire avec un thérapeute manuel, une consultante en lactation et BCLC, un orthophoniste qui vient faire le bilan, et puis avec toute cette petite équipe-là, ben, on voit si ce trouble de la succion est purement lié au problème de tension ou s'il y a un frein de langue restrictif, et dans ces cas-là, vous serez redirigé vers un ORL ou un dentiste qui sélectionnera le frein en fonction de la situation. Donc on adapte aussi au niveau de l'excès d'air avalé le flux du biberon, de la tétine également si vous allaitez ou vous nourrissez votre bébé au lait infantile à travers le biberon, donc c'est important de venir faire les ajustements en termes de débit et de forme de tétine pour que bébé soit bien hermétique autour de cette tétine. OK. En termes de flux, tu préconises plutôt des petits flux pour le début? En fait, ça dépend du problème de succion de bébé. En fait, ouais, c'est ça, parce que c'est des bébés qui ont une succion pas très tonique, il va quand même falloir leur augmenter. D'avoir des débits rapides. Il faut trouver le bon débit. Et le problème, c'est que chaque marque a son débit différent. Chaque marque a sa forme différente. Donc, il faut regarder déjà si mon bébé est plus confortable sur une tétine plate ou une tétine ronde. Déjà, on peut partir là-dessus. On fait la comparaison. Ok, ben c'est la tétine ronde qui lui convient mieux. Et ben je vais aller chercher dans les différentes marques des débits qui correspondent à mon bébé. Et donc un débit qui correspond à un bébé, c'est quoi? C'est mon bébé il tète. Si il tète vite, il respire et il retète. Là ça va trop vite. Donc on est sur un débit qui est beaucoup trop rapide. Donc il va falloir prendre le débit inférieur. Et à l'inverse, si on a un bébé qui va tétouiller, déglutir. Tétouiller, puis on entend respirer entre-temps, tétouiller, déglutir. Là, on est sur un biberon qui est beaucoup trop lent, avec un débit trop lent. Et donc là, il faut passer sur un débit supérieur. Donc il va falloir vraiment se sensibiliser à l'observation des signes de son bébé pour savoir et ajuster le bon débit du biberon. Ouais. Et de toute façon, que ce soit sur la suralimentation au lait maternel, au sein, ou que ce soit la suralimentation au biberon, quoi qu'il arrive, il faut venir, rappelez-vous, checker cette histoire de succion. On y revient à chaque fois, mais ce bébé qui n'est bien que sur des tétines plates et qui a besoin d'un gros débit, en fait, on a une problématique de succion derrière. Donc, on va évidemment pas lui mettre une tétine ronde si ça lui convient pas et qu'il prend de l'air toute la journée, mais on sait que c'est pas l'idéal. Donc, il va falloir, quoi qu'il arrive, que quelqu'un vienne checker la succion de votre bébé et on l'espère l'améliorer pour qu'il puisse téter au mieux. Ouais, dès qu'on entend de l'air avalé, de toute façon, c'est que probablement il y a quelque chose qui va pas du côté de la succion, majoritairement. Et puis je vous le cache pas, dans mes accompagnements, il y a 2 thématiques. J'ai 90% de problèmes de succion dans la prise en charge des reflux. Et j'en ai, peut-être 60-70 liés aux allergies.
Mais à chaque fois qu'une maman vient en accompagnement, t'es sûr que je dépiste un problème de succion. C'est une Ouais, non, mais de toute certitude. façon, c'est tellement fréquent, en fait. C'est ça. Alors, tu as une population recrutée qui est un peu biaisée parce que Oui, je suis parce qu'ils ont biaisée, des problèmes, mais mais moi aussi. Mais en tout cas, quand il y a un problème, c'est là, quoi. Ouais. ouais, on voit que c'est vraiment en lien. Le reflux, il est très relié vraiment au problème de succion. Ça, c'est au problème de succion et au problème d'allergie. Ça, c'est les deux choses essentielles à explorer. Qu'on a le droit Et- de cumuler entre elles, souvenez-vous. Exactement. Et puis on peut cumuler aussi les quantités d'allergies des bébés. Hein. C'est assez impressionnant chez certains bébés qui cumulent un peu tous les problèmes. Tu te dis mais on va jamais s'en sortir. C'est trop compliqué. Et donc bah voilà, important vraiment, on vous sensibilise sur les problèmes de succion. C'est tellement important parce que là c'est au jour d'aujourd'hui sur un bébé qui est en difficulté pour téter, mais demain c'est des enfants qui vont avoir d'autres problèmes aussi qu'il va falloir prendre en charge. Donc plus on prend en charge précocement ces problèmes de succion, ben mieux vous serez, plus votre bébé sera mieux sera bébé maintenant, et puis moins vous aurez de problèmes par la suite, et votre enfant sera beaucoup mieux aussi par la suite, et aura pas de problématiques liées à ces difficultés de mobilité de langue. Super. Donc, du coup, là, on a fait la Suralimentation, suralimentation, la prise Exeber. d'air. On parle des allergies très rapidement parce que ça a été creusé Ouais, dans c'est d'autres l'épisode podcasts. 105. Voilà. Donc là, on va reprendre un peu tous les signes et les symptômes qui peuvent être non spécifiques de l'allergie. Souvent, quand on a un problème de peau, souvent quand un bébé a un problème de peau, on peut se poser la question de l'allergie, malgré tout. Donc voilà, il faut vraiment aller creuser cette piste-là d'allergie parce que dans 50% des cas, il y a une allergie derrière. Les PLV, c'est la plus fréquente. Les œufs, le soja aussi, mais après on peut avoir de tout. Hein. On peut aller jusqu'au gluten, on peut aller jusqu'à l'amidon, à la caroube, de ce que j'ai déjà eu. J'ai du riz, j'ai eu des choses dans mes accompagnements où tu te dis mais c'est pas possible, ces pauvres bébés, mais qu'est-ce qu'ils peuvent manger, et ces pauvres mamans, qu'est-ce qu'elles peuvent manger, parce qu'on cumule énormément d'allergies qui peuvent être des allergies immédiates, qui peuvent être des allergies retardées, qui peuvent parfois, on se dit on va essayer de mettre tout ce système digestif au repos, et peut-être qu'il y a aussi des intolérances qui se cachent derrière et puis qu'on va pouvoir réintroduire. Mais l'idée vraiment c'est de pouvoir faire les évictions sous supervision d'une diététicienne pour pouvoir calmer le jeu. Et puis après, reconstruire le microbiote et prendre du temps et réintroduire les aliments chez maman. Parce que Ouais, sinon, de on ton tombe point vite de dans vue, la des- clé, elle est quand même, par rapport aux accompagnements que t'as fait, et comme tu as une population très spécifique reflux, de ton expérience, c'est en venant rééquilibrer le microbiote, mais ça passe par une phase souvent d'éviction pour que le système digestif se repose. C'est comme ça que tu arrives à réintroduire après les aliments plus facilement. Complètement, ouais, totalement. Et puis ça, je travaille avec une diététicienne en partenariat Ouais, c'est parce que important d'être c'est accompagné, sinon important. après on mange plus rien. On mange plus rien, on est en carence, on fait des chutes de lactation. Donc c'est pour ça aussi, alors je vous rends attentive les mamans, s'il vous plaît, faites attention à ce que vous lisez sur les groupes Facebook, sur les réseaux sociaux. Vous voyez passer des protocoles RGO, vous voyez passer des protocoles éviction, PLV, mais ne partez pas tout de suite dans les croisées, n'allez pas vous priver de viande. C'est assez rare qu'un bébé réagisse aussi à la viande. Donc restez par exemple dans les PLV classiques. Yaourt, fromage, lait, crème fraîche, beurre, on reste basique, voilà, c'est déjà pas mal, et ne partez pas en éviction des croisées. Après, on voit s'il n'y a pas d'amélioration, oui, on va aller chercher la brebis, la chèvre, oui, on va aller chercher le soja, oui, on va aller chercher, et la viande, moi je vais jamais la chercher, parce que sincèrement, j'ai jamais vu d'allergie à la viande, mais je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est quand même un pourcentage hyper faible. Oui, c'est pas sur ça qu'il faut se fixer en premier, surtout que c'est quand même au détriment de notre alimentation à nous. Et ben voilà, il s'agit pas d'être complètement carencé à la fin d'un C'est que allaitement. ça. Et donc, toutes les autres causes, la dysbiose, on revoit l'alimentation de maman, se fait accompagner par une diététicienne pour travailler son alimentation, ses problèmes, rééquilibrer, travailler son microbiote qui va permettre de rééquilibrer le microbiote de votre lait maternel et qui va permettre de travailler sur le microbiote de votre bébé. Donc ça va être hyper important d'être accompagné par une diététicienne, d'autant plus qu'il faut pas s'en priver, c'est pris en charge par les mutuelles, donc c'est pas un surcoût qu'on vient vous rajouter, parce que faut le dire, hein, les coûts de prise en charge d'un bébé reflux, ils sont juste énormes. J'en discutais avec une maman et avec d'autres mamans, on est entre 1000 et 2000 euros facilement entre les séances d'ostéo, les séances de chiro, parce que j'ai des parents qui cumulent ostéo-chiro. Ils ont suivi ces fameux protocoles Facebook, mais qu'on n'a pas besoin de faire et chiro et ostéo. On choisit notre thérapeute manuel. Et puis, on n'a pas besoin de faire des séances toutes les semaines. Une séance toutes les semaines, non, c'est qu'il
qu'il y a un problème. On n'est pas obligé d'aller chez l'ostéo toutes les semaines, c'est trop pour un bébé. Et quand on cumule ostéo et chiro et que on commence à trop manipuler ces bébés, c'est aussi beaucoup trop pour eux. Donc attention, soyez vigilante aussi à ce que vous lisez et venez poser des questions. Autour d'une problématique spécifique, on peut avoir une période de vie où on les voit de façon rapprochée, mais sur le moyen court, long cours, vous n'avez pas besoin d'une séance de thérapie manuelle pour votre bébé toutes les semaines, quoi, hein. Ou alors c'est il y a un truc qu'on n'a pas capté. C'est ça. Et c'est pour ça que moi je rends vraiment attentive les mamans à ça, c'est hyper important. Et puis ne cumulez pas, ça sert à rien de cumuler tous les compléments nutritionnels qui existent sur Terre. Tout ce que vous voyez, le fenouil, tous ces compléments qui existent pour soulager bébé, en fait c'est temporaire, ça coûte la peau des fesses, mais ça va pas résoudre le problème. Donc allez chercher allons vraiment plutôt chercher la cause. Ouais, et là vous aurez des résultats et vous dépenserez moins d'argent aussi. C'est comme je pense aussi à toutes ces mamans qui ont ces valses de lait, j'appelle ça les valses de lait, qui changent de lait toutes les semaines sur recommandation du pédiatre, mais qu'en fait on reste toujours dans la même thématique qui sont les protéines de lait de vache. Non, enfin je veux dire, si un lait, protéines de lait de vache, on sent que ça passe pas, qu'on reteste un deuxième lait à base de protéines de lait de vache, ça passe pas, on arrête, on va pas sur les épaississants, on change de protéines, on peut se tenter un chèvre, ou on peut se tenter un riz, ou un lait sur ordonnance. Enfin, voilà, essayez d'économiser votre argent pour d'autres choses. Et il faut juste conscientiser qu'il y a des raisons et qu'il y a un moment donné, cette protéine de lait de vache, elle pose problème. Donc il faut changer de lait, il faut changer de lait. Oui, bah en tout cas, faut essayer. Mais de protéines, en effet. Ah ouais, non, c'est exactement ça, c'est la valse des laits. Il y a des fois, on voit des parents arriver en consultation, mais je ne sais pas combien de laits ont été testés. Et moi, en fait, quand c'est comme ça, à la fin, c'est pas que j'écoute plus, mais c'est que il y en a tellement que en fait, il y a aucune information à tirer de tout ça à la fin, à part se dire qu'on n'a toujours pas changé les protéines de lait de vache et qu'on n'aura même pas essayé autre chose. Mais on a testé tous les laits du marché, les bio, les pas bio, les épaissis, les machins pour les coliques. Après, on a fait le hypoallergénique, mais c'est quand même des protéines. Enfin bon, bref. Franchement, on est perdu et vous aussi vous êtes perdu dans ces cas-là, parce qu'en plus on n'attend pas assez longtemps pour savoir si ça va fonctionner ou non. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Donc quand c'est comme ça, en effet, il faut chercher la cause, le pourquoi du comment, parce que la valse des laits n'aide personne. C'est clair. Et pas votre portefeuille non plus d'ailleurs. C'est clair. Fait des boîtes de lait qui se fait une espèce d'après de randonnion de boîtes de lait là sur le plan de travail de la cuisine. Il n'y en a pas une qui fonctionne et il n'y en a pas une qui est finie. C'est ça, c'est complètement ça. Mais et puis c'est un coût quand on voit avec l'inflation le prix des laits maintenant, mais c'est impressionnant. Donc cherchez la cause les mamans, cherchez la cause, faites-vous aider pour pouvoir améliorer la situation rapidement pour votre bébé et pour votre famille aussi, parce que ça fait beaucoup de tensions dans la famille, ça fait des conflits. Et puis j'ai des mamans aussi qui tombent en dépression du postpartum, hein, c'est très très dur à vivre, hein, ces bébés qui sont inconfortables, qui pleurent toute la journée, c'est hyper dur. Ah ouais, ça mène à l'épuisement très facilement, hein, donc mieux vaut s'en charger rapidement. Je crois qu'on a fait le tour parce que j'avais donné quand même pas mal de pistes au fur et à mesure. Voilà, et puis faites dormir vos bébés, hein, ça c'est hyper important. Essayez d'éliminer toute source de stress. Alors la douleur, voilà, on en revient toujours. Hein, c'est si on trouve la cause, ben on va améliorer le système digestif, on va améliorer le reflux. Bébé va naturellement se mettre à dormir. Alors c'est pareil. Hein, j'ai juste envie de faire un petit warning là auprès des mamans. Ne tentez pas l'endormissement autonome avec des bébés qui sont inconfortables. Vous n'allez pas y arriver et vous allez les stresser encore plus et vous allez majorer le reflux. Je le dis parce que je le vois passer, parce que dans mes accompagnements, j'ai des mamans, ouais, mais je veux faire l'endormissement autonome. Alors déjà, ton bébé, il est trop petit. S'il a moins de 5 mois, ça va pas marcher. Et en plus, s'il a mal au ventre, bah, ça va d'autant moins marcher. Tu vas le stresser et non, on l'accompagne au sommeil et on cherche les causes. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez mis le doigt sur les causes, tout va se mettre en place dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent. Vraiment, ouais, et alors les consultants en sommeil, moi j'ai rien du tout contre eux parce que je trouve que dans plein de cas ça peut être extrêmement utile, mais les consultants en sommeil qui sont un minimum formés doivent d'abord vous poser quelques questions pour écarter en effet des causes médicales et ils doivent vous orienter. Et des bébés comme ça qui ont du reflux, normalement il n'y a pas d'accompagnement qui démarre tant que le bébé en fait a du reflux. Donc ça c'est quelque chose en fait qu'il faut savoir parce que si vous avez un bébé qui est inconfortable et qui a mal et que vous allez sur de l'endormissement autonome, en fait, ça ne va déjà pas fonctionner et ça va être dans des conditions franchement déplorables, quoi. Parce que ce bébé, il a mal et qu'il a besoin de vous, d'accord? Donc, aussi difficile que ce soit, encore une fois, on cherche les causes et une fois qu'on a trouvé les causes, peut-être qu'il restera une petite problématique sommeil et qu'un accompagnement avec un consultant bien formé et bienveillant, ce sera super. Mais attention à être bien au bon endroit au bon moment. C'est ça, complètement.
En termes de position, donc au biberon, on en a parlé. Les positions d'allaitement, est-ce qu'il y en a que tu préconises, tu vois? Est-ce que tu as tendance à orienter les mamans sur certaines positions d'allaitement quand les bébés refluent? Alors moi, je leur parle un peu de toutes les positions pour qu'elles trouvent celle qui leur convient le mieux et qui convient le mieux à bébé. Dans tous les cas, ça passe déjà par leur installation à elles. Et après, on va explorer, si c'est un tout petit bébé, la position du biological nurturing. Est-ce que ça aide à une meilleure prise de sein? Est-ce qu'il est plus hermétique autour du sein? Si le BN ne fonctionne pas parce que on a des troubles de la succion, des difficultés et que le bébé n'est pas en mesure d'attraper le sein, moi je viens sur des techniques beaucoup plus cadrées en fait, où c'est la berceuse inversée, où maman va venir tenir son bébé au niveau de la nuque et de la main qui est libre du côté, donc on va dire bébé est allaité sur le sein gauche, donc avec mon bras droit je tiens la nuque de mon bébé et avec ma main gauche je viens guider mon sein, aplatir mon sein, proposer le sein à hauteur du nez pour favoriser une bonne ouverture de bouche et hop, je le viens plugger comme j'aime bien dire au sein pour essayer d'améliorer, d'avoir une meilleure prise en bouche pour limiter l'air avalé. Donc c'est vrai que la position madone inversée, quand on a des problèmes de succion, ça reste quand même celle qui est la plus efficace, comme la ballon de rugby, mais les ballons de rugby chez un petit bébé, ça va bien. Dès qu'il commence à être un peu plus gros, c'est un peu plus compliqué. Et ça permet de mieux guider les prises au sein, de limiter les douleurs aussi, et d'avoir un meilleur transfert de lait, parce qu'on est plus dans le contrôle, en fait, tout simplement. Il y a une question qui a été posée sur les réseaux, c'est est-ce que le tir-allaitement, ça peut être une solution? Pour certaines mamans qui sont à bout, oui. Il faut bien peser le pour et le contre. Le tir-allaitement, c'est un engagement aussi avec sa machine. Donc, il faut qu'on soit OK avec une bonne machine, une bonne taille des tétrelles. Et puis, l'idée, c'est de remplacer bébé. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser sa machine entre minimum 6 à 8 fois par jour. Donc, il faut qu'on soit prêt aussi à tirer son lait la nuit. C'est une vraie contrainte. Donc, maintenant, si on est à bout et qu'on n'arrive plus à allaiter notre bébé, avant de se dire je vais sevrer, ça vaut le coup d'explorer le tir-allaitement, de voir si on est à l'aise, si ça permet de résoudre aussi des problématiques d'air avalé, qu'en adaptant le biberon, finalement ça se passe mieux, que finalement un bébé qui avait des problèmes de succion et qui avalait de l'air et qui n'arrivait pas à faire le transfert de lait, le fait de passer au biberon, ça permet de résoudre le problème, de calmer le jeu, de qu'il puisse dormir un peu mieux. Voilà, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais pour moi, ça vaut le coup d'être essayé quand on est au bout du rouleau et qu'on se dit, ma prochaine étape, c'est le sevrage. Juste fais un peu de tir-allaitement pendant 2 jours, tu vois ce que ça donne, et puis après, tu te décides, parce que c'est souvent la fatigue qui parle quand on veut sevrer. C'est l'épuisement. Il y a une autre question qui a été posée à laquelle on a déjà un peu répondu, c'est l'épaississement du lait maternel, et ça on en entend quand même beaucoup parler en consultation. On m'a dit du coup souvent de tirer mon lait, de l'épaissir, où il y a des préconisations d'épaissir un peu de l'eau avant la tétée, de la donner à bébé et après de le mettre au sein. Alors les épaississants, c'est une vraie question. Les épaississants, ça va certes diminuer la régurgitation, mais ça va pas empêcher le reflux interne. Donc on va diminuer le nombre de régurgitations, mais on va pas diminuer le reflux interne. Là, elles sont toutes d'accord quasi, les études là-dessus. Donc, on est plutôt sur quelque chose de... on pallie, on est sur du palliatif, mais ça n'empêche pas la remontée. Du coup, est-ce une bonne idée? Parce que moi, j'ai tendance à dire que si ça reste dans l'œsophage et que ça fait des allers-retours, c'est pas mieux que si ça ressort, voire même Non, c'est pire. moi, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Après, chez certains bébés, ça peut aider. Il faut le dire, qu'il y en a certains, ça peut aider, mais c'est pas la majorité. Et puis de toute façon, c'est compliqué, faut le dire aussi. T'allaites ton bébé au sein, si tu dois commencer à tirer ton lait, alors c'était pas ton projet. Tirer mon lait, épaissir, donner au biberon, ça te fait du travail, quoi, aussi. Et puis épaissir avant la tétée, je suis pas convaincue de l'efficacité. Quand on sait déjà que c'est pas efficace, alors le fait de faire ça, je suis pas convaincue. Non, je te rejoins. Sur un autre, pas thème, mais mood, on sait, toi et moi, ô combien ça peut être difficile pour les mamans qu'on voit arriver en consultation quand elles ont des bébés qui ont beaucoup de reflux, qui est passé dans le stade pathologique, qui est douloureux, traité, non traité, etc. Alors, si on peut peut-être parler rapidement des préconisations médicales qui sont autour du reflux, du panel qui existe, sans dire quoi faire, puisqu'évidemment, là, on passe du côté médicamenteux de l'histoire et que ça appartient aux pédiatres et aux médecins de gérer ça. Mais qu'est-ce qui est préconisé en médecine allopathique classique autour des reflux? Alors, il y a les nouvelles recommandations de l'HAS qui sont sorties là en 2024, qui se sont alignées sur les États-Unis. Les États-Unis, ça fait bien longtemps qu'ils le disent. Ils en parlent que les IPP doivent être en dernière intention. Donc les IPP, c'est l'Inexion, oméprazole, c'est tous ces noms-là. Donc en fait, il faut comprendre que les différents traitements vont avoir différentes actions.
on va retrouver le Gaviscon qui, lui, va faire un épaississement du contenu gastrique et qui va limiter la remontée dans l'œsophage. Donc ça, le Gaviscon va épaissir. Au niveau des effets secondaires, on risque d'avoir une constipation. Alors pareil, je mets un petit warning. Bien souvent, j'ai des pédiatres qui mettent Gaviscon plus des laits AR+. Là, clairement, on est dans de la contre-indication. On ne cumule pas des laits AR+, plus du Gaviscon, parce qu'au niveau constipation, ça peut faire des gros dégâts. Surtout si on n'a pas de caroube qui vient et qu'on est sur de full amidon, là, on peut faire des gros dégâts sur le transit. Ça a aussi un côté apaisant de la muqueuse œsophagienne, le Gaviscon, n'est-ce pas? Bah oui, parce qu'en fait, c'est très épais. Ça fait alors ils appellent ça en anglais, j'ai pas trouvé de traduction vraiment pour ça. Ils disent que ça fait un radeau de mousse. Donc en fait, il faut s'imaginer que on a le liquide gastrique et puis qu'on a une petite mousse qui vient dessus qui permet de limiter la remontée. Donc quand ça remonte, bah, c'est la mousse qui remonte et ça redescend. Voilà. Ouais, Donc, c'est il faut ça. le Et voir cette comme mousse, ça. dans les composants, il y a des choses qui sont Bah, qui réparent, enfin, pas qui réparent, qui mais réparent, qui qui sont protecteurs. C'est comme ouais, c'est comme ça. si tu mettais comme je sais pas comment décrire, un film sur la muqueuse œsophagienne. Voilà, donc ça protège. Mais ça traite pas l'œsophagie. Et après, on a l'inexium qui, lui, va traiter l'œsophagite. C'est pour ça que l'inexium, il est beaucoup trop donné. Parce que on diagnostique, on donne l'inexium parce que il y a du reflux, mais pas parce qu'il y a une oesophagite. Donc il faut vraiment être au clair sur les signes d'une oesophagite. C'est un bébé qui va refuser de manger, qui va pleurer à la déglutition, donc là on peut suspecter une oesophagite. C'est recommandé de faire des pH-métries avant ou exploratives, mais bien souvent on donne les IPP. Les médecins ont tendance à donner des IPP parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais les IPP, il faut comprendre que ça n'empêche pas la remontée. Les IPP, ça joue juste sur l'acidité. D'accord? Donc c'est juste que le contenu acide qui va remonter dans l'œsophage sera moins acide et moins délétère au niveau de l'œsophage. Donc on peut cumuler Gaviscon et Inexium parce que du coup on n'est pas du tout sur les mêmes modes d'action. Après le polysilane, il est assez controversé parce que c'est essentiellement du sucre et c'est plutôt un effet antalgique. Ça va calmer bébé parce que c'est du sucre. Voilà. Et que on sait que le sucre ça apaise. Ouais, pareil, on dit que ça fait un petit film Ouais, le un long de petit film. l'œsophage, Ouais. ça fait un petit film. Bah, de toute façon, c'est évident que tout ça n'est pas idéal, hein, il faut aller chercher pourquoi, mais en attendant que ça se règle, ça peut faire des petites solutions Ouais, qui font passer le cap. Et j'ai certains bébés justement qui sont en grande difficulté sur la déglutition, qui sont en refus d'alimentation, il faut. Et il y a des mamans, je sais bien qu'il y a des mamans qui ne veulent pas donner de traitement à leur bébé, mais quand il faut, il faut. D'accord. Bien sûr. C'est On reste pas avec hyper un important. bébé très douloureux, bien sûr. C'est hyper important. Donc ne soyons pas non plus anti-médicaments dans la prise en charge du reflux. On en a besoin. Bah oui, d'autant que avoir un bébé douloureux, c'est sûrement bien plus, enfin douloureux sur le long cours, etc. et pas traité, c'est peut-être aussi délétère que le traitement, que les effets secondaires d'un traitement éventuel, quoi. Enfin. Ah bah oui, parce que de toute façon, ils le disent bien au niveau des études scientifiques, les conséquences du reflux, c'est troubles de l'oralité, difficulté à la diversification et perturbation du lien mère-enfant. Donc plus ton bébé pleure, moins il est pris en charge, plus tu risques d'aller dans ces difficultés. Ça me fait une transition parfaite pour parler d'un point dont j'avais envie de parler. Donc, comme je disais, c'est difficile pour les mamans, ces périodes de vie où les bébés refluent, qu'ils sont douloureux, qu'ils sont quasiment pas posables, que c'est beaucoup de portage, que c'est beaucoup de réassurance, etc. Ça peut vite mener à l'épuisement parental si tout le monde prend sa part dans l'équation. La question que j'avais envie de te poser ou la chose que j'avais envie qu'on se dise, c'était si vous êtes dans ce cas-là et que vous êtes très fatigué, que vous n'en pouvez plus, une des premières préconisations, c'est que parfois il vaut mieux poser son bébé que de péter un câble et de le secouer, que le syndrome du bébé secoué, c'est toute catégorie socio-professionnelle confondue et que ça peut arriver à tout le monde. Donc on se dit pas qu'on secouera jamais son bébé. Personne ne peut savoir ça et que en cas d'épuisement, de non-sommeil et de on n'en peut plus, ça peut arriver à tout le monde. Donc n'oubliez jamais que si jamais ça ne va pas, posez votre bébé dans son lit, sortez, respirez 5 minutes et revenez. Et ce n'est pas grave et vous n'allez pas abîmer son cerveau et tout va bien. Oui. Voilà. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est ça mène très facilement à des états plutôt dépressifs pour les mamans et la rupture, comme tu le disais, du lien mère-enfant. Vous avez une association qui travaille beaucoup sur tout ça, qui s'appelle l'association Maman Blues. Et j'ai envie qu'on redise ça dans cet épisode parce que elles font un travail de dingue. Elles ont des référentes un peu partout. Vous allez sur leur site internet, vous êtes vous cliquez sur votre région, vous avez un mail, vous envoyez un mail, on vous rappelle et on vous oriente et on discute avec vous. Et c'est juste essentiel d'avoir ce style d'info quand on est dans ce type de situation parce que c'est vite arrivé d'être au bout du rouleau déjà avec un bébé qui va bien.
Mais alors avec un bébé qui va pas bien, vraiment, on augmente fortement les chances et il y a aucune, honte ou quoi que ce soit à aller demander de l'aide. Donc s'il vous plaît, faites-le et utilisez cette ressource précieuse, qui a été créée, qui s'appelle l'association Maman Blues, qui est un bon point d'entrée pour se demander si on est en réelle difficulté maternelle et si on a besoin d'accompagnement plus sérieux. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose à tout ça? Est-ce que tu penses qu'on s'est tout dit? Je pense qu'on a vraiment brassé tout l'aspect du reflux. Ça peut être difficile à prendre en charge, donc n'hésitez pas à passer le cap d'aller vous faire accompagner avec des professionnels qui commencent à être formés ou qui sont formés. Faites-vous aider. Ne restez Ouais, pas faites-vous dans aider. votre coin. C'est ça, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel et au niveau mental, faites-vous aider, faites-vous entourer, le conjoint, la conjointe, la famille, tout le monde là, il faut que tout le monde s'y mette. On a besoin de bras en attendant de trouver la cause et surtout, 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 chercher la cause de ces problèmes parce qu'il y en a forcément une. Les bébés ne pleurent pas tous jusqu'à 3 mois, voire plus quand on joue les prolongations. Merci. Donc, si celui du voisin dort, c'est qu'il va bien. Si le vôtre ne dort pas et qu'il a besoin d'être porté H24, peut-être a-t-il des besoins spécifiques, mais peut-être aussi a-t-il une problématique qui pourrait être réglée. Alors, n'oubliez pas de chercher les causes. Merci beaucoup, Virginie, pour tout ça, pour toutes ces informations qui sont précieuses et ô combien vraiment essentielles quand on sait qu'il y a un nombre de bébés qui refluent qui est quand même très important. Alors, je pense que ça aidera pas mal de mamans et c'est super. Merci beaucoup de nous avoir livré tout ça. Merci à toi. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Salut Virginie. Bye bye. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te le redis encore une fois, mais c'est si important. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite surtout pas à le partager, à mettre une note ou des étoiles sur les plateformes d'écoute pour m'aider à le faire connaître. Déjà, ça me booste et ça me motive à continuer de créer ces contenus. Et surtout, ça permet à de nouvelles personnes d'être informées correctement sur l'allaitement. Pour échanger ou me faire un retour sur ce que tu as entendu, rendez-vous sur Instagram @milkshakerpodcast et je te répondrai avec plaisir. Pour rechercher un épisode, cette fois, une thématique, c'est sur le site internet milkshaker.fr que ça se passe. Tu y trouveras tous les épisodes et un moteur de recherche pour t'orienter en fonction du sujet recherché. Pour me consulter, comme ostéopathe, ça se passe à Suresnes, dans le 92. La prise de rendez-vous, elle se fait sur Doctolib en tapant Charlotte Bergerot-Palisco. On se quitte, comme au premier jour, avec Emma et son titre Blinded, en collaboration avec Nemen. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, milkshaker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I've been living inside my mind 24/7.